Mathurin, la vingtaine révolue, souffre d'un handicap moteur depuis l'enfance. Pour ses déplacements, il préfère utiliser les taxis intercommunaux pour éviter les disputes avec certains usagers et conducteurs de transport en commun. Avec le transport commun, vraiment, les gens nous fatiguent. Surtout quand tu vois les béquilles, il faut payer 2 places avant de monter. Ou bien souvent, on trouve que tu prends beaucoup de temps parce que tu vas monter, ils vont t'attendre tout ça. Donc, c'est les compteurs nous déplaçons. Oui, c'est cher, mais on n'a pas le choix. Si c'est les bus aussi, c'est toujours rempli. Tu viens sur le machiniste aussi, il refuse de s'arrêter. Qu'elles soient de petite taille, aveugles ou qu'elles aient un handicap moteur, les personnes en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés au quotidien pour accéder aux moyens de transport adéquats en vue de leur déplacement. Discrimination, manque de courtoisie, des maux dont elles sont victimes. On a problème même avec les cas qu'ils ont envoyés, comme quand on veut faire les voyages pour aller par exemple à l'intérieur. Il faut des gens pour t'appuyer d'abord pour que tu aies accès à ta place. Bon, au niveau des bus aussi, même chose. Valides même ne nous donnent pas la place. On a arrêté, alors que avec nos handicaps là, nos béquilles, quand le bus fait des secousses, vraiment on a tous ces problèmes-là. Le transport des personnes en situation de handicap, cette problématique au cœur d'un panel initié par l'ONG Espoir Handicap. Comment aujourd'hui une personne handicapée peut quitter pour venir au plateau tranquillement, sans s'accompagner, que ce soit un non-voyant, que ce soit quelqu'un qui est en fauteuil roulant. C'est un peu ça. C'est un peu ça que nous voulons atteindre et qu'il puisse avoir des parkings. Invités à ce panel, 2 professionnels du secteur du transport. Aïssata Sissé, responsable d'une entreprise de transport routier, et Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du transport. Ce dernier a présenté les réformes entreprises par le ministère des Transports pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des véhicules de dernière génération qui prennent en compte ces différentes questions. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les infrastructures routières qui vont être réhabilitées et construites, qui sont déjà en train d'être construites et réhabilitées, prennent en compte les problèmes des personnes qui vivent avec des handicaps. De sorte que sur les aires d'embarquement et de débarquement, ces personnes-là soient respectées. Au niveau du comportement des conducteurs et des chefs d'entreprise de transport, le ministère des Transports est en train en ce moment d'initier des séances de formation des conducteurs routiers, des chefs d'entreprise et des gestionnaires. Cette rencontre, qui est à sa 3e édition, une initiative de l'ONG Espoir Handicap, organisation non gouvernementale qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. La dengue est une infection virale transmise par la piqûre d'un moustique femelle du genre Aedes. Depuis des mois, une épidémie de cette maladie sévit dans le district d'Abidjan. Quels en sont les symptômes? Si la personne saigne, évidemment, on peut lui faire une transfusion si ça s'impose. Si la personne a des maux de tête, on lui donne un médicament pour les maux de tête. Si elle a des douleurs abdominales, on lui donne le traitement adapté. Si elle est très fatiguée, parce que la fatigue aussi c'est l'un des signes majeurs de cette maladie, on lui donne des traitements pour lui remonter un peu le système immunitaire. Mais c'est tout. Mais que faire pour l'éviter? C'est de rompre le cycle que vous avez vu tout à l'heure en éliminant les gîtes larvaires. Si le moustique pond les œufs dans l'eau et que ces œufs-là deviennent plus tard des nymphes, dans l'eau, si nous versons cette eau, on rompt la chaîne de transmission. Le moustique femelle, la dengue, se propage partout où il y a une rétention d'eau. Il est donc question d'assainir l'environnement immédiat, selon le responsable de la salubrité urbaine. C'est que nous avons déjà entrepris des actions préventives en prélude des saisons de pluie. Et il y a des actions de curage des caniveaux et de désherbage des abords de voies. Et ces actions vont s'intensifier dans ces 2 jours pour contribuer à la lutte contre la dengue. À ce jour, on dénombre 164 cas, dont 2 décès dans le district d'Abidjan. Une campagne de sensibilisation est donc initiée pour informer les populations. Avec notre structure environnementale au niveau de l'Église méthodiste unie, nous ferons de sorte que nous puissions, avec les services de santé, lutter contre cette maladie pour que la population ne souffre plus. Tout ce qu'il nous a parlé, on dit à nos voisins de tout faire pour faire l'entretien. Avec l'entretien,
on peut avoir une bonne santé et longue vie. La campagne de fumigation qui passe n'est pas toxique. C'est pour les aider, c'est pour aider toute la population et pour éradiquer cette épidémie qui est en train de sévir au niveau de Cocody. Le préfet d'Abidjan a mis à profit ces différentes rencontres avec les maires du district d'Abidjan, la chefferie traditionnelle, les religieux et la société civile pour réitérer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour l'éradication de cette maladie. Il est important de coordonner les actions, donc d'anticiper. Nous avons cru opportun et urgent d'appeler tous les maires, tous les sous-préfets, tous les responsables, pour qu'ensemble on puisse mettre à exécution les mesures qu'il faut pour prévenir cette maladie. Il y a jamais suffisamment d'efforts. Un comité de veille sera mis en place afin que toutes les mesures prises pour endiguer l'épidémie soient respectées. Une femme est un exemple pour une autre femme, pour nos enfants. Nous formons un. Sketch sur le thème de la réconciliation, présenté par les femmes du quartier Anonkwasi-Dessi dans la commune d'Abobo. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion dans ce quartier qui a connu les affres de la crise post-électorale. À cause des mésententes de la cour, cet homme approchait de nous et il a essayé de nous réconcilier, on peut dire, par les amusements. Je ne parlais pas à l'une de nous dans notre cour là-bas, je vais dire ma voisine. Mais à cause de cet amusement, vraiment il y a la paix maintenant. On s'entend très bien. Initiateur de cet événement qui est à sa 2e édition, Célestin Yao veut donner un coup de fouet à la paix et à la cohésion sociale dans ce quartier. C'est un nouveau quartier, on ne se connaît pas. L'idéal serait que nous nous fréquentions. Et pour que nous puissions nous fréquenter, il faut que nous nous retrouvions autour de quelque chose. Il y a des femmes qui ne se parlent pas, vous voyez. Et quand elles ne se parlent pas, on essaie de régler ces litiges. C'est le but de cette rencontre. En plus de ce sketch, ce rendez-vous de la paix a été marqué par des prestations artistiques. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition prévue en 2020. Vue de là-haut, la région de San Pedro est une région verte où la forêt semble s'étendre à perte de vue. Une fois sur terre, l'on se rend vite à l'évidence. Il s'agit là que des plantations d'EVA, de palmiers à huile et de cacao. La forêt n'existe pratiquement plus. Face à la disparition très avancée de la forêt ivoirienne, le gouvernement a pensé à sa reconstitution. D'où cette campagne de reboisement lancée dans le village de Guirigno-Payo, dans la sous-préfecture de San Pedro. Vous savez que le changement climatique, avec son corollaire de dégradation, est un fléau qui interpelle, qui trouble le sommeil de tous les habitants et de tous les gouvernants de ce pays. Donc c'est des instructions qui nous ont été données. Donc c'est en exécution de ces instructions qu'aujourd'hui nous avons procédé à cette opération de campagne de reboisement dans la région de San Pedro pour un San Pedro plus vert. Les paysans sont réticents à mettre à notre disposition des parcelles parce que pour eux, lorsqu'ils plantent des arbres, ça tue leurs plants. Donc nous sommes en train de leur expliquer qu'on peut faire l'association de l'arbre et de la culture pérenne. Si le gouvernement a pensé à nous pour implanter des arbres, c'est une bonne chose. C'est pour ça que moi-même, j'ai planté 2 pour que nous gagnions la pluie. 500 hectares devront être reboisés en cette année 2019 dans la région de San Pedro. Les arbres plantés l'année dernière à la préfecture de San Pedro poussent bien, donnant ainsi des résultats encourageants. Un deuil national de 3 jours est décrété au Mali en hommage aux victimes. C'est ce qui a été décidé hier en Conseil des ministres. Les premières sanctions ont aussi été annoncées. Le gouverneur de la région de Mopti est révoqué. D'autres mesures sont attendues. Le nombre de morts a été revu à la baisse. Il est passé de 95 à 35 morts. Les diplomates de l'ONU étaient réunis hier pour engager les discussions en vue du renouvellement du mandat de la MINUSMA le 27 juin prochain. 3 jours après l'attaque du village d'Ogon de Sobanba, le ministre des Affaires étrangères, Thiebilé Dramé, a plaidé pour une présence accrue de l'ONU
dans le centre du pays. Le gouvernement malien veut un renforcement de la présence de la MINUSMA dans le centre aux côtés des forces maliennes, sans toucher aux contingents déployés dans le nord. Pour son premier déplacement à New York, le chef de la diplomatie malienne s'est aussi vu rappeler que la MINUSMA ne pouvait pas être une force d'interposition et que la responsabilité première de la sécurisation du centre revenait aux forces maliennes. Sous pression, le ministre Dramé a assuré de la détermination ferme du nouveau gouvernement malien à engager des réformes.